Professeur Parola, vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'IHU Méditerranée Infection. Pouvez-vous nous parler de la prise en charge actuelle des patients Covid-19 à l'IHU? Oui, alors la stratégie de prise en charge des patients, nous l'adaptons au fil du temps, bien entendu. Elle est basée sur une étude régulière de la littérature. Elle est basée également sur notre expérience puisque nous avons traité, soigné plus de 7000 patients ici à l'IHU. La stratégie est toujours la même, diagnostiquer au plus tôt, traiter au plus tôt pour éviter l'aggravation et éviter la réanimation où on sait bien que les traitements sont moins efficaces. Pour cela, stratégie basée sur un diagnostic précoce, les tests PCR sur prélèvement nasopharyngé. Le laboratoire du professeur Didier Raoult a mis en place des filières qui permettent un diagnostic dans un temps raisonnable, toujours en moins de 24 heures, parfois en 20 minutes dans certains cas. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet une prise en charge au plus tôt. La deuxième partie, c'est bien évidemment le soin. Et dans le soin, il faut faire un tri. Qu'est-ce qui est urgent? Quels patients doivent être hospitalisés? Quels patients sont susceptibles d'être adressés très rapidement en réanimation? Pour cela, il y a des facteurs cliniques évidents, bien entendu, quand les patients sont en détresse respiratoire, ça se voit, mais nous avons mis en évidence ici, très tôt dans l'épidémie, ce qu'on appelle l'hypoxémie heureuse, c'est-à-dire les patients manquent d'oxygène et ne le savent pas. C'est pour cela que nous utilisons, que beaucoup de médecins utilisent les petits dispositifs, les saturomètres qui permettent de voir votre pourcentage d'oxygène dans le sang, et s'il est inférieur à 95%, eh bien ça veut dire que vous manquez d'oxygène et qu'il faut vous hospitaliser ou en tout cas vous faire évaluer en urgence, en hospitalisation. Et ce sont des outils qui peuvent tout à fait être utilisés par des médecins généralistes, par les médecins de famille ou par des patients eux-mêmes. Donc première partie, on évalue la gravité. Il y a également des scores de gravité, c'est ce qu'on appelle le score de News. Il y a dans ce score l'oxygène, il y a l'âge, il y a d'autres facteurs qui permettent de dire il s'agit d'un patient susceptible de s'aggraver ou pas, et nous, ça va conditionner son hospitalisation ou des traitements particuliers. On sait bien que les patients âgés ou les patients qui ont des comorbidités, notamment le surpoids, sont plus à risque, et donc nous étudions ce score de News. Une fois qu'on a évalué tous ces paramètres, l'imagerie est également importante. Le scanner, nous avons fait des milliers de scanners qui nous permettent également d'évaluer l'atteinte des poumons. Cette atteinte des poumons sera également un critère de plus pour évaluer la gravité et donc diriger vers l'hospitalisation ou un suivi ambulatoire. Donc une fois le diagnostic posé, une fois les premiers paramètres de gravité évalués, il y a la stratégie thérapeutique. La stratégie thérapeutique actuelle, il y a bien entendu l'oxygène, l'oxygénothérapie classique, mais nous avons également développé ici en hospitalisation conventionnelle les techniques d'oxygénothérapie haut débit qui vous ont été présentées et qui étaient des techniques qui étaient juste là, utilisées uniquement en réanimation, mais que nous utilisons maintenant en hospitalisation conventionnelle dans certaines circonstances. À côté de l'oxygénothérapie, il y a l'anticoagulation, la prévention des embolies pulmonaires, avec différents degrés d'anticoagulation. Là aussi, c'est assez bien codifié. Il y a des anticoagulations pour le faible risque, pour le haut risque, voire des anticoagulations thérapeutiques. Et enfin, les antiviraux, les médicaments pour tuer le virus, pour lutter contre le virus. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Nous utilisons ici l'association hydroxychloroquine et azithromycine. L'azithromycine qui est un antibiotique utilisé très largement à travers le monde pour traiter les infections pulmonaires. Cette association, pourquoi nous l'utilisons? Parce qu'il a été montré que ces deux molécules associées tuaient le virus en laboratoire. Il a été montré que l'une et l'autre sont des immunomodulateurs, c'est-à-dire qu'elles agissent contre la tempête immunologique qui fait partie de la deuxième phase de la maladie et qui amène les patients souvent en réanimation. Un élément très important d'ailleurs qui avait été au début de l'utilisation de ce traitement, nous avons montré, et de nombreuses équipes à travers le monde ont montré, que l'association de ce médicament diminue la durée du portage du virus et donc la contagiosité des patients. Enfin, l'hydroxychloroquine est utilisée également dans certaines coagulopathies qui sont associées à la maladie Covid-19. Je n'entre pas dans le détail, mais nous avons fait des publications à ce sujet.
2 éléments additionnels concernant la thérapeutique. Le zinc, oui, nous supplémentons les patients en zinc, un oligo-élément. Alors pourquoi nous faisons ça? Tout simplement parce qu'en ayant observé des milliers de patients, nous nous sommes aperçus que les patients graves avaient des carences en zinc. Donc nous les supplémentons. Enfin, dernier point, lorsque les patients sont graves, avec un score de News élevé, nous associons à l'hydroxychloroquine, azithromycine, des antibiothérapies à large spectre, couvrant notamment les germes susceptibles de surinfecter ces patients. Et quelle est la place des corticoïdes dans vos traitements? Alors, les corticoïdes et la corticothérapie, on en a parlé dans le traitement de la maladie Covid-19. Il faut faire très attention. D'une part, la littérature est inégale à ce sujet. D'autre part, ils ont été étudiés sur des patients extrêmement sévères. Ce que nous ne faisons pas, et surtout pas, c'est de donner des corticoïdes au stade précoce de la maladie. C'est à ce moment-là que le virus se multiplie. Si vous donnez des corticoïdes, vous allez abaisser les défenses des patients et donc aggraver la maladie. Donc ne surtout pas les donner au stade précoce. D'un autre côté, pour les patients sévères ou les patients qui s'aggravent sous oxygène, les corticoïdes, la dexaméthasone a une place dans nos protocoles thérapeutiques, mais encore une fois, jamais au stade précoce. Malheureusement, nous l'utilisons lorsque les patients nous arrivent trop tard, ce qu'il faut à tout prix éviter. Votre stratégie de prise en charge est-elle perturbée par les polémiques médiatiques? Non, pas du tout. Les polémiques, de toute façon, elles sont variables selon les pays. Nous avons toujours dit que nous ne faisons pas de recommandations. Nous partageons notre expérience de soignant, notre expérience d'universitaire, et donc nous adaptons bien entendu les traitements que nous utilisons à la connaissance et à la littérature en essayant de soigner, de travailler dans le calme. Tous nos patients sont informés puisque nous utilisons une prescription hors AMM des médicaments, comme cela est permis d'ailleurs par le Code de la santé publique, et nous ne faisons pas de recommandations. Et votre question m'a été posée par un membre de ma famille de plus de 90 ans que j'ai soigné, qui est corse, et qui me demandait si toutes ces polémiques ne m'avaient pas perturbé dans le soin, et je lui ai répondu « Adjufat o dovere di cura ». Donc vous traduirez, et vous savez, tous les médecins font leur devoir avec l'état des connaissances qu'ils ont, en essayant de soigner les patients du mieux possible. Voilà. Le tout, c'est de ne pas les en empêcher, et bien sûr, nous espérons ici qu'on ne va pas nous empêcher de continuer de nous occuper de nos patients. Merci.